Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, transport routier et politique de gestion des déchets. En première partie, nous nous intéressons au secteur du transport routier dont le poids avoisine les 6% dans le PIB national et participe à hauteur de 15% dans les recettes fiscales de l'État. Mis à mal à cause des effets de la pandémie sur l'ensemble, bien sûr, des activités économiques, le secteur de transport routier aujourd'hui fait face à un nouveau frein, celui lié à la franchise carburant imposée par l'Espagne aux routiers marocains. Une loi réactivée soudain et sans préavis aucun et qui stipule que les camionneurs marocains ne doivent pas excéder 200 litres de gasoil dans le réservoir de leur véhicule après avoir franchi la frontière espagnole. Du coup, les professionnels du secteur ne sont pas contents, surtout que les temps sont durs en ce moment. Pour les représenter ce soir avec nous, le vice-président de la Fédération du transport à la CGEM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, Rachid Tahri, partagera également avec nous les challenges de cette filière et les pistes de son amélioration. En seconde partie de Questions Éco, nous prendrons la direction de l'économie circulaire avec cette proposition, ou plutôt contribution de la COVAD, la Coalition pour la valorisation des déchets, à la réflexion nationale sur le nouveau modèle de développement. Nous discuterons de ce projet en détail avec le secrétaire général de la COVAD, Mounir El-Bari, qui nous expliquera comment créer des opportunités économiques et par ricochet des emplois en valorisant les déchets. Bienvenue à toutes et à tous. Les professionnels du transport international marocain boutent une ancienne loi espagnole réappliquée dernièrement. Donc, il s'agit de la loi franchise carburant. Les détails sur cette polémique avec Ala Benani. C'est une loi vieille de 28 ans qu'on croyait tomber aux oubliettes. Le recours à la franchise carburant s'est intensifié vers fin 2019, au lendemain du durcissement des mesures anti-contrebande par la douane marocaine au poste frontalier de Bab Sebta et de Melilla. Les camionneurs dépassant 200 litres de carburant marocain se voient contraints de payer une amende de 200 à 700 euros. Pour l'éviter, les 102 000 unités roulantes immatriculées au Maroc devront acheter quelques 1300 litres supplémentaires pour poursuivre leur chemin. Une aubaine pour les stations-service espagnoles. La franchise carburant sanctionne donc les entreprises de transport marocaines qui subissent ainsi une perte durable de compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents européens et de lourdes conséquences sur le plan économique, surtout au niveau de la balance des paiements. La sortie de devises serait estimée à près de 150 millions d'euros par an, un chiffre largement hué lors d'une récente réunion des professionnels du transport marocain, la CGEM et les ministères concernés, déterminés à trouver une solution. Rappelons que la franchise carburant remonte à 1992. Un accord signé le 3 octobre 2012 entre le Maroc et l'Espagne mentionne que les véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sont exonérés des droits et taxes de carburant. Mais ce même accord évoque des limitations justifiant le seuil des 200 litres autorisés. Et avec nous depuis Casablanca, le vice-président de la Fédération du transport à la CGEM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Bonsoir Rachid Tahri. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Pourquoi, selon vous, monsieur Tahri, cette nouvelle mesure franchise carburant nouvellement imposée par l'Espagne aux routiers marocains ? Écoutez, c'est une question qu'on se pose jusqu'à maintenant, parce qu'effectivement, nous ne comprenons pas qu'une telle loi qui existe effectivement depuis 1992, comme ça a été dit dans le reportage, nous ne comprenons pas pourquoi cette mesure vient en ce moment, sachant qu'avec la crise de la Covid, nous sommes vraiment très affectés déjà par le manque de flux et avec la fermeture des frontières pendant un certain moment, nous arrivons comme ça à subir, à nous imposer ces 200 litres, sachant qu'auparavant, nous n'avons jamais été relancés par rapport à ça. Maintenant, effectivement, sur les accords de libre-échange, les accords bilatéraux qui ont été signés, il y avait celui de 2012 qui stipulait que les transporteurs du Maroc et de l'Espagne qu'ils doivent respecter certaines réglementations. Mais là, ça n'a jamais été question de carburant.
de limitation du carburant, et ça, nous trouvons que c'est injuste, puisque logiquement, les accords doivent être dans un système de réciprocité, et nous ne comprenons pas pourquoi l'Espagne part dans cette, on va dire, entre guillemets, dans cette guerre en ce moment-là. Alors, parlons aux chiffres. Vous avez parlé justement de ces transporteurs qui sont affectés. À combien sont estimées les pertes par voyage ? Alors, je vous explique. Aujourd'hui, déjà, le transporteur marocain sont d'un nombre de par an, il y a un nombre de 102 000 unités qui quittent le Maroc chaque année. Les 102 000 unités qui quittent le Maroc font le plein de gasoil avant de quitter le territoire marocain. Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller avec 200 litres, ce qui va impacter notre compétitivité, dans la mesure où nous serons obligés de faire les 1300 litres en Espagne, ce qui représente quand même un chiffre important. Et sachant que nous, étant donné qu'il n'y a pas d'accord fiscal entre le Maroc et l'Espagne sur cette partie-là, nous prenons en charge la totalité, c'est-à-dire le 1 litre, le 1 euro et quelques par litre, alors que les Espagnols ont toutes les récupérations dans leur pays, qui est aux alentours pour la TVA de 18% et de la TIC, la taxe intérieure sur consommation, de 2 centimes le litre. Ce qui revient à dire qu'ils paient un gasoil à 60% moins cher que nous en Europe. Très bien. Regardons à présent de plus près l'état des lieux de la filière du transport et de marchandises, en l'occurrence, avec cet impact de Covid-19. On vient de le voir avec ces images de véhicules qui sont désinfectés. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un chiffre sur les pertes accusées par les professionnels du secteur, M. Talley ? Écoutez, c'est un peu trop tôt pour parler de chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le transport, bien sûr, comme toutes les autres activités, le secteur notre secteur a bien sûr subi en plein fouet la crise de la pandémie Covid-19, mais nous avons aussi différentes activités. Vous avez des activités comme le transport routier pour les denrées alimentaires, donc la grande distribution. Ils ont quand même, il y a eu quand même un flux important pendant la crise. Par contre, quand on parle des autres activités, ils sont vraiment très impactés. Par exemple, quand je parle du transport de marchandises à l'international, bien sûr, ceux qui travaillent avec les enfranches et les exportateurs ont été, bien sûr, pratiquement ont arrêté leur activité pendant les 3 ou les 4 mois. Vous avez ceux qui travaillent avec l'aéronautique, la même chose à l'exportation, ceux qui travaillent avec le textile. Vous avez aussi au niveau national, vous avez aussi tous ceux qui travaillent avec la mise à la consommation, autre que les denrées alimentaires. Vous avez aussi toutes les entreprises de transport qui travaillent aussi avec l'aérien, qui ont vu leur activité s'arrêter suite à la fermeture de l'espace aérien. Bon, aujourd'hui, il y a une reprise progressive, mais nous ne pouvons pas, bien sûr, il nous faut peut-être d'ici 2 ans où il y aura éventuellement pour revenir à la situation d'avant-crise, et bien sûr, ça demandera sûrement un travail avec les pouvoirs publics de manière à maintenir ces transporteurs, on va dire, en vie. Alors, vous parlez justement de ce travail avec les pouvoirs publics. Il y a eu des aides qui ont été débloquées par l'État. Selon vous, est-ce que la filière, en tout cas les professionnels de la filière, ont profité de ces aides ? Sinon, que reste-t-il à faire pour eux, pour améliorer cette situation due, bien sûr, aux impacts, aux dommages collatéraux de la pandémie ?
Écoutez, nous avons pratiquement tous demandé, c'est pas tout le monde qui a profité parce que ça demandait quand même une certaine activité, des bilans, des bilans qui sont en normes, et ça demandait énormément de travail pour justement profiter que ça soit d'Aman Oxygène ou Relance. Effectivement, c'est pas tout le monde qui a, parce que nous avons, comme vous le savez très bien, nous avons de la TPE, de la PME qui sont très très fragiles et qui ont beaucoup de difficultés déjà à travailler dans le temps normal. Par contre, ce que nous avons proposé jusqu'à aujourd'hui à travers la CGM, certaines mesures de relance que nous considérons celles qu'on peut bien sûr qui doivent être faites en urgence, en moyen ou je dirais court terme, et celles qui pourront aller vers le long terme à travers un contrat programme. Bon, je vous citerai quelques-unes. Nous avons par exemple, nous avons demandé à notre ministère, bien sûr, d'accélérer les renouvellements, le programme de renouvellement de parcs et de casse des véhicules qui a été maintenant avec la nouvelle agence nationale de sécurité routière qui a pris le dossier en main qui va durer entre 2019 et 2023. Par contre, ce que nous souhaitons, c'est que nous trouvons qu'il y a quand même certains transporteurs qui n'ont pas encore pu avoir leur véhicule neuf, par rapport au dossier déposé et validé. Et ça impacte énormément la trésorerie des entreprises marocaines. Nous avons aussi demandé qu'il y ait l'exonération pour le second semestre et l'année 2021 de sa taxe annuelle qui s'appelait auparavant la taxe à l'essieu. Nous avons aussi demandé au niveau des assurances aussi, nous avons aussi demandé certaines ristournes. Par exemple, pour la prime d'assurance responsabilité civile, nous avons demandé aux alentours de 50%. Et nous avons aussi demandé pour l'accident de travail une ristourne de 30%. Alors, voilà, ces mesures de relance ont été présentées. Qui sont très importants pour nous. Oui, Rachid Tahri, ces mesures de relance ont été présentées dans la foulée des 500 mesures de relance proposées par la CGEM il y a déjà quelques mois de cela pour relancer. Alors, est-ce que depuis, il y a eu un retour des autorités, notamment de la tutelle ? Aujourd'hui, nous n'avons pas, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous avez certaines mesures qui sont immédiates, qui doivent être appliquées immédiatement, et certaines mesures qui peuvent aller s'étaler dans le temps. Celles justement qui peuvent être appliquées immédiatement. Pour celles qui doivent être appliquées immédiatement, est-ce qu'il y a un retour ? Nous y travaillons avec notre ministère, surtout celle avec les autoroutes du Maroc et par rapport à l'instauration du gasoil professionnel, c'est les 2 ou 3 qui sont très importantes pour nous, qui peuvent être. Donc nous sommes en contact avec le ministère pour essayer justement d'aller très vite par rapport à ces 3 mesures, on va dire mesures phares. Très bien. Je voudrais terminer avec vous avez parlé de la fragilité du secteur il y a quelques instants. Je voudrais parler d'un frein de ce secteur et notamment l'informel. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une stratégie claire ? Si oui, pouvez-vous nous la résumer ? Il nous reste très peu de temps, Rachid Tahri, si vous pouvez juste nous résumer votre vision pour lutter contre cet informel qui fragilise la filière. Écoutez, l'informel, c'est le principal facteur des difficultés que connaît le secteur. Donc, ce que nous proposons, toutes les mesures que nous proposons sont dans ce sens-là, sont de manière à pousser l'informel vers le structurel.
Parce que quand on parle par exemple du gasoil professionnel, nous parlons de récupérer les 10%, les 20% de la TVA et la TIC. Donc tout ça, si vous êtes dans l'informel, vous ne pouvez pas le récupérer. Quand on parle aussi de l'autoroute, si vous n'êtes pas dans le formel, vous ne pouvez pas bien sûr bénéficier des 50% que nous proposons pour le travail de nuit. Très bien. Quand vous êtes dans l'informel, vous ne pouvez pas, bien sûr, avoir toutes ces mesures. Donc, en fait, c'est ces mesures de relance qui font également office, n'est-ce pas, d'incitation pour que les opérateurs du secteur informel joignent le secteur formel. Merci beaucoup, Rachid Tahri, vice-président de la Fédération du transport à la CGM, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et arrêt sur cette feuille de route des déchets de la Coalition pour la valorisation des déchets, la COVAD, qui a en effet soumis sa vision jeudi dernier à la commission spéciale sur le modèle de développement. Un projet de contribution reposant sur 14 mesures prioritaires. Objectif annoncé, faire du Maroc un leader industriel mondial du recyclage. Les détails avec Ala Benani. Une vision sur 10 ans pour faire du Maroc une référence environnementale. Cette feuille de route repose sur plusieurs objectifs, en commençant par faire de l'économie circulaire un projet citoyen durable et inclusif. Un concept qui repose sur un cercle vertueux. D'abord, la production et l'offre de biens et services éco-responsables. Ensuite, la consommation éco-responsable et l'allongement de la durée d'usage de ces biens et services. Enfin, le recyclage et leur réutilisation jusqu'à épuisement de la ressource. Deuxième objectif de la COVAD, créer un écosystème intégré des déchets via des filières de valorisation. Enfin, aligner le Maroc au Green Deal européen à travers une décarbonation de l'économie marocaine. En de termes plus simples, l'idée est de réduire à l'échelle du pays la consommation d'énergie primaire émettrice de gaz à effet de serre. Dans ce même contexte, la COVAD se penche sur la révision de la loi liée à la gestion des déchets et évalue la possibilité de créer une écotaxe. Elle propose aussi de soutenir les micro-entreprises de recyclage ou d'intégrer une filière dédiée à l'environnement dans les cursus éducatifs. Avec nous depuis Mohamedia, le secrétaire général de la COVAD, Mounir El-Bari. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de cette proposition, n'est-ce pas, de la COVAD, si vous deviez nous dresser un état des lieux de la filière 2 ans après la mise en marche du plan d'action avec le ministère de l'Intérieur et celui de l'Économie et des Finances. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Merci. Je voudrais vous introduire rapidement la COVAD, qui est la coalition de valorisation des déchets, qui a été créée en 2015 à l'aube de la COP 21 pour représenter le Maroc et pour préparer la COP 22 au mois de juin 2016 à Marrakech. Donc la COVAD, c'est une réussite d'une collaboration 3P, PPP, public-privé, puisque au sein de la COVAD siègent aussi bien 3 ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Environnement, en plus des professionnels de plusieurs secteurs, des fédérations sectorielles, de la CGM et quelques ONG et quelques associations à but non lucratif qui militent dans la gestion des déchets. Donc la COVAD, depuis 2015, elle milite pour promouvoir ce secteur et pour le formaliser. Vous savez que ce secteur, il est touché en plein fouet par l'informel à travers le ramassage et la collecte par les chineurs dans les poubelles et dans les décharges publiques. Donc aujourd'hui, si on veut faire un état des lieux du Maroc, on a des décharges publiques saturées. Exact. Nous avons un gisement qui approvisionne les 26 millions de tonnes de déchets que nous devons gérer. Dont 50%, c'est des déchets ménagers et 50%, c'est des déchets de démolition et de construction. Donc, à la COVAD, nous avons lancé 2 grands chantiers cette année. Le lancement d'un écosystème vert
qui entrent dans les 3 objectifs que nous avons soumis à la CSMD, la Commission spéciale du modèle de développement. Et nous avons travaillé pour préparer un papier, une sorte de policy paper pour une proposition dans le cadre du nouveau modèle de développement. Pour ce qui est d'écosystème vert, l'écosystème vert, c'est un écosystème que nous avons réfléchi pour gérer les 26 millions de tonnes que nous avons dans les décharges publiques, pour éviter leur incinération et éviter ou bien leur enfouissement. Comment ? Par la mise en place d'une industrie verte, durable, inclusive. D'accord. Alors, quand on parle industrie, on parle investissement. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, l'investissement est attractif dans cette gestion des déchets et est-ce que nous pouvons aspirer à devenir justement, comme l'aspire d'ailleurs votre coalition, un leader dans l'industrie du traitement du déchet, comme c'est le cas dans quelques pays de l'Asie du Sud-Est, par exemple? Oui. Alors effectivement, le gisement, entre guillemets, c'est la matière première, elle est là. Il faut juste la capter. Comment la capter? C'est en organisant l'amont. L'amont, c'est toute la filière de ramassage et de collecte. Aujourd'hui, dans notre étude de l'écosystème vert, nous avons des propositions concrètes qui correspondent à la culture marocaine et qui correspondent à la sauvegarde des emplois que génèrent les chineurs, même s'ils sont dans l'informel, on va essayer de les formaliser. Bien sûr, une industrie verte forte nécessite beaucoup d'investissements. Alors, dans notre plan de travail, nous avons ciblé un taux de valorisation globale de 65% dans 10 ans, à l'horizon 2030, avec un investissement qui avoisine les 9 milliards de dirhams, grosso modo. Alors cet investissement de 9 milliards de dirhams, il nous permettra de créer entre 50 000 et 60 000 emplois. Alors c'est vraiment un grand chantier post-Covid où aujourd'hui, tous les pays militent pour avoir des industries fortes, pour réduire les importations et pour avoir de l'autosuffisance industrielle et l'autosuffisance en termes de produits de grande nécessité ou de première nécessité, puisque le recyclage de tous ces gisements, en général, produisent pas mal d'emballage qui est nécessaire pour promouvoir les différents produits et, entre guillemets, pour promouvoir le produit Made in Morocco. Oui, alors, et quid aussi, Mounel Bari, des produits qu'on importe de première nécessité et notamment énergétiques. Et sachant que, bien sûr, le recyclage permet aussi de réutiliser certaines matières en tant que fuel pour des industries, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce chantier-là est déjà en marche dans le pays? Est-ce que cela fait partie également de votre stratégie? Tout à fait. Alors, dans les 65% de valorisation, nous avons plus que la moitié en matière, c'est-à-dire du recyclage, et entre 40 et 45% en énergie. Vous savez que dans la loi de recyclage en général, d'abord, on réduit les consommations, c'est-à-dire on rationalise, les consommations. Ensuite, on fait du recyclage matière, et c'est qu'après où on passe à la valorisation énergétique. Et aujourd'hui, avec l'écosystème vert, nous sommes focalisés beaucoup sur le recyclage matière, puisque nous avons identifié 11 filières de recyclage qui peuvent émerger au Maroc. Donc, si vous permettez, madame, je peux le citer rapidement. Je vous en prie. Vous avez le plastique, vous avez le verre, vous avez le papier carton, vous avez des déchets, ce qu'on appelle D3E, des équipements et tout ça. Vous avez les batteries, les métaux. Vous avez, tout ce qui est textile et les pneus usagés, en plus des déchets animaux. Voilà pour ce qui est des 11 filières que nous avons identifiées pour promouvoir cet écosystème vert.
Quel est le rôle justement du secteur privé ? Comment le secteur privé peut également jouer la carte de cette économie circulaire, bien sûr, via peut-être des incitations de l'État ou même via cette responsabilité sociétale et environnementale des entreprises ? Justement, l'écosystème que nous avons lancé l'étude avec le ministère de l'Industrie est piloté aussi bien par le secteur privé que par les industriels du secteur. Et aujourd'hui, c'est une implication directe du secteur privé. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est la réponse directe à votre Oui, absolument. question ? On va finir peut-être, n'est-ce pas, par l'un des plus grands défis. Comment envisagez-vous financer tout cela ? Alors, ça, c'est toute la grande problématique du financement vert. Donc, nous sommes en train, dans le cadre d'écosystème, de travailler pour la signature d'un programme, d'un contrat-programme avec l'État, où nous allons mettre en place les droits et les devoirs, c'est-à-dire les engagements de part et d'autre, les engagements des industriels et les engagements de l'État pour promouvoir ce secteur. Donc, il y a la partie qui est très importante, c'est la partie fiscalité que nous sommes en train de voir aussi pour alléger la TVA pour tous les produits recyclés et pour des incitations à l'investissement dans le recyclage en créant des crédits verts. Très bien. Merci beaucoup Mounir Bari, secrétaire général de la Coalition pour la valorisation des déchets, d'avoir répondu à nos questions et notamment par rapport à cette proposition que vous avez faite à la commission spéciale du modèle de développement. Merci beaucoup. C'est nous, merci. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à tous.